bon, ici le micro. C'est parti pour le décryptage de l'actualité par les professionnels des médias. Mesdames et messieurs, bienvenue dans Perfect Press de ce samedi 20 avril, votre rendez-vous hebdomadaire qui vous permet de cerner le contour des grandes questions d'actualité. Nous allons revenir ce samedi sur des révélations accablantes contre le ministre des Finances Nicolas Kazadi, pointé du doigt accusateur comme auteur ou responsable du détournement de plusieurs millions de dollars américains. La justice s'est invitée dans cette affaire. Le procureur général, près la Cour de cassation, Firmin Vondé, a ouvert une action judiciaire contre le ministre des Finances. Il a même réquisitionné l'expertise extérieure pour voir clair dans ces dossiers relatifs à l'implantation des forages, mais aussi des lampadaires à travers le territoire national. Comment voyez-vous l'issue de cette affaire? Nous en parlons dans cette émission. L'actualité, c'est aussi les consultations menées par la Première ministre pour dégager la prochaine équipe gouvernementale. Aux dernières nouvelles, c'est ce samedi que Mme Judith Toulouka va mettre fin à ces consultations à travers la rencontre de quelques mouvements ou organisations de la société civile. Les choses s'accélèrent donc pour dégager l'équipe gouvernementale. Entre-temps, du côté de l'Assemblée nationale, la mise en place du bureau définitif tarde encore. Christophe Mbosso est accusé par certains députés de bloquer la publication du calendrier électoral. La répartition des postes a été déjà faite au niveau d'une commission qui a été mise en place par les bureaux d'âge de l'Assemblée nationale. L'opposition va diriger le poste des rapporteurs adjoints. Elle revendique également la deuxième vice-présidence de l'Assemblée nationale. Va-t-elle gagner cette bataille? Nous en parlons sur ces plateaux avec des journalistes. Le premier est déjà là en attendant l'arrivée des autres confrères. Le premier à être sur ce plateau, c'est Yves Bouya. Nous l'appelons depuis un moment le Mikiliste. Bienvenue à vous. Merci Hervé Thomas de l'invitation. J'ai toujours dit, je le dirai toujours, je serai toujours permanent pour les pays. Exactement. Pour la République. Quand on m'appelle parler, discuter le Congo, mon cœur exalte une certaine joie comme pas possible. Très bien. Donc j'ai reçu votre coup de fil, d'abord du DG Peter Tiani lui-même. Exactement. Mais compte tenu d'un empêchement, je pense que vous qui êtes un Peter Tiani en miniature, ah bon vous aviez eu, vous faites la relève compte tenu de l'empêchement. Mais voilà, je suis là pour parler pays. Donc, très bien. Depuis mon retour un peu privé de quelques séjours passés en Europe. Des allers-retours en Europe, ça prouve à suffisance que les journalistes vivent mieux actuellement ou vivent mieux sous. Non, c'est pas ça. Il faut pas. Vous faites l'Europe de temps en il ne temps. faut pas. Vous voyagez en business class. Non. Écoutez, d'ailleurs, je ne voyage pas en business class. Je voyage en place économie. Il ne faut pas dire que le déplacement de Yves Bouya pour quand j'ai fait l'Europe tout le temps, c'est grâce à Tshisekedi. Non, c'est pas grâce à Tshisekedi. Je suis crédible dans différentes dans les ambassades ici. À la maison Schengen où j'y vais, je constitue mon dossier, je dépose mon dossier, je suis crédible. Je suis sur plusieurs tours d'Europe. Donc, il faut bien constituer un dossier. Quand vous constituez bien votre dossier, vous déposez, l'ambassade vous donne les visas. Vous pouvez aussi tenter la chance. Ne faut pas dire que comme Bouya voyage, c'est parce que Tshisekedi est là. Non, c'est pas l'effet Tshisekedi. Donc moi, je constitue bien mon dossier au niveau de l'ambassade. L'ambassade, toute la maison Schengen, me considère comme quelqu'un de crédible et que ça m'a toujours donné des visas. Mais je peux quand même ici donner une information. Pendant mon séjour européen, j'avais su rencontrer les spéciales du président Moïse Katumbi, Salomon Escadela, parce que j'étais sur Paris. Quand j'ai appris qu'il était à Bruxelles, j'ai fait les déplacements les jours, le lendemain. J'ai pris mon bus convoiturage Paris-Bruxelles. Comment il se porte? Dans quel état vous l'avez trouvé? Non, je l'ai trouvé dans un état très puté, très critique. Les médecins m'ont même dit, si on laissait plus de 5 mois à Salomon Escadela, on allait vraiment les perdre. C'était un moribond qui a fait les déplacements de Paris, de Bruxelles pour des soins. Mais il faut aussi retenir que les premiers diagnostics des médecins de Kinshasa, c'est le même diagnostic que les médecins de Bruxelles, de l'hôpital Erasme, ont donné après consultation, après analyse, qu'il
il est sérieusement malade. Sauf qu'au niveau de Kinshasa, il y a eu un vrai problème des plateaux techniques pour sa prise en charge pour des soins appropriés. Exactement. Mais quand je suis allé à l'hôpital à Erasme, juste dans la chambre, j'ai trouvé quelqu'un de très pâle, de très moribond, installé sur plusieurs plateaux techniques. Où vous avez, ici on prélève l'eau, ici on prélève la glycémie, ici c'est les urines, ici c'est les sangs. Il fallait vraiment avoir un même résultat. Donc il y avait d'autres syndromes, je ne peux pas ici étaler sa maladie, cellule qui s'est développée dans son corps, mais sauf comme ça a été vu très rapidement, je pense que les médecins s'y attellent pour qu'il soit vite rétabli. D'ailleurs, vous avez même suivi. On a tous lu son message. Son message pour dire qu'il est en phase de rétablissement total. Donc, prions les bons dieux pour qu'il soit complètement rétabli. Même au niveau de la clinique Erasme, où j'étais accompagné par les présidents Ensemble Benelux, Jojo Mbayo. Les médecins nous ont dit qu'eux traitent, mais la guérison vient des dieux. Exactement. Et quand les médecins vous le disent, il faut comprendre d'où est venu Salomon. Très bien. Donc, il a frôlé la mort. Si on les laissait encore pendant longtemps à Kinshasa, il allait nous quitter. Mais, qu'est-ce que ces gens ont fait? C'est quand même, je considère ça des cruels. Une personne comme Salomon Escadela, inoffensif, incapable de toucher même ne serait-ce qu'un petit balai pour chicoter quelqu'un. On dit de lui, d'une personne qui a été des mèches avec les M23. Exactement. Alors pour moi, c'était une cruauté. D'abord, imputer des faits, pareils faits à Salomon Escadela, d'être des mèches avec les M23, de vouloir renverser les régimes. Un homme démocrate, pacifiste comme lui, c'est faux. Et dans ses accusations, dans ses entrefaites, les laisser pourrir. Quand je dis pourrir, c'est les mettre dans un état puté, très puté, à l'agonie presque. Très bien. Et pour des gens dont pour la plupart, avec qui l'ont fait ça, avec qui il a mangé, avec qui ils ont bu, avec qui ils ont été ensemble, avec qui ils ont partagé un petit rien. Ça, même sur les plans bibliques, Dieu ne va jamais autoriser ça. Très bien. Mais hélas, c'est une personne qui a pardonné. Ça, j'ai aimé sa grandeur d'esprit, Salomon Escadela. Dans son compte Twitter, il a pardonné. Il a pardonné, il s'est montré reconnaissant. Il s'est montré reconnaissant envers les autorités. C'est ça la grandeur d'esprit des grands hommes. Justement, son message ou son mot de remerciement à l'endroit des autorités ne passe pas. Il y a une certaine opinion qui pense que Salomon Escadela n'aurait pas dû tenir ses discours et que son message à l'endroit des autorités qui étaient, lors de son emprisonnement, pratiquement comme ses bourreaux, ne devrait pas être prononcé. Est-ce que vous partagez cette opinion? Salomon Escadela, vous avez déjà parlé avec lui? Non. C'est un grand esprit, Salomon Escadela. C'est cette personne qui s'est pardonné à ceux-là qui lui font du mal. C'est ça Salomon Escadela. Salomon Escadela, c'est du genre Mahatma Gandhi, c'est du genre Nelson Mandela. Si moi, Bouya, je sors des prisons, je pardonne à mes bourreaux. C'est ça l'esprit des gens qui sortent en prison. Savoir pardonner à ceux qui vous font du mal. Même la Bible, elle le dit tous les jours. Il faut savoir pardonner à ceux qui vous ont offensé. À ceux qui vous ont offensé, soit à ceux qui vous offensent. C'est un chrétien, pas un chrétien, c'est un musulman pratiquant et croyant. Il croit aux paroles, aux écrits du Coran. Il croit, ce qu'on dit, au prophète Mohamed, les prophètes musulmans, les prophètes Ali. Il croit à Mohamed, au prophète. Vous dites? Vous voulez parler de Mahomet? De Mahomet. Il croit au prophète Mahomet comme l'avait cru à Mohamed, comme l'a cru Mohamed Ali, étant notre musulman. Il croit au Coran qui, dans ses écritures exactes, recommande à tout musulman les pardons. Comme musulman, croyant et pratiquant du Coran, il a pardonné à ses bourreaux. C'est ça les grands hommes, c'est ça les grands esprits. Donc, rien loin de nous ici de dire donc, il n'y a pas de courbettes à l'endroit du pouvoir. C'est que a dit Salomon aux autorités sur sa libération, c'est comme s'il fait allégeance et ne commençait pas des courbettes. C'est un grand pardon, c'est un grand esprit. Il dit tout ce qui est passé
moi je pardonne, je vois l'avenir. Ce n'est pas un discours d'opposant. C'est pas... Non. Écoutez, l'opposition, il faut savoir définir l'opposition. Il faut savoir définir l'opposition. Il ne faut pas aussi mêler l'opposition face aux grands esprits. Les grands esprits savent pardonner. Les grands esprits inventent le futur. Voient la perspective. Les grands esprits, ce sont eux qui sont appelés à faire des grandes choses. Pourquoi est-ce que Katumbi l'a toujours considéré comme son conseil spécial, même sur son lit d'hôpital? Parce que c'est un grand esprit. Donc vous voulez quoi? Que dans son tweet, seulement pour se réveiller un matin, pour insulter... Il ne devrait pas citer les pouvoirs, il ne devrait pas remercier les autorités. Non, écoutez, vous voulez qu'il puisse se réveiller le matin, dans son compte X, Twitter, s'il fallait dire, se mettre à insulter les autorités du pays. Toi, tu es fou. Toi, je vais te punir. Toi, malédiction. Toi, qu'est-ce que c'est pas mes avocats? Tu mourras. Je vois ta mort. Non. C'est pas ça les grands hommes. Très bien. C'est pas ça les grands esprits. Merci beaucoup. Les grands hommes, les grands esprits qui ont fait la prison restent sur les traces du prophète, du grand enseignant Gandhi. Restent sur les traces de Nelson Mandela. Alors, quand Mandela fait verser des prisons, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Moi, Bouya, j'ai fait 4 mois à Makala. J'ai pardonné. Peter Tiani, pardonné. Katumbi, tous les jours, il pardonne à ceux qui lui offensent. C'est des prières qu'il fait tous les jours. C'est l'amour, c'est des savoirs pardonner. Et pour ça, j'ai dit merci à Salomon Skadela d'avoir pardonné à toute personne qui lui a fait du mal. Et dans l'entretemps, il milite aussi dans son tweet pour la libération des Mike Moukebaï. Il a salué la libération des Salomon. Il a lui-même il a rendu hommage à Chérubin Okende. Il a rendu hommage à Chérubin Okende. Et aussi, il milite, même sur son hôpital, pour la libération des Mike Moukebaï, que je dis, grand frère, courage, bon courage à vous, nous allons vous battre. Maman Cocotte venait de fêter son anniversaire aujourd'hui. Ah bon? Oui, Madame Cocotte Tabala Moukebaï, je vous souhaite un petit anniversaire, soyez courage, comprenez le combat de votre mari, c'est le combat de Lumumba. Merci. C'est le combat de Nelson Mandela. De Kimbangu. C'est le combat de Kimbangu. Ceux-là qui se sont privés, mais qui ont mis la chair humaine, leur chair humaine, pas l'esprit, pour les pays, pour leur pays. Pourquoi Moukebaï est en prison? Parce que il est d'une tribu et qui s'oppose à une tribu. Mais on le met en prison. On les cause de son arrestation, on ne sait pas. C'est ça que les gens nous disent. Il est des nôtres, mais pourquoi il s'oppose à nous? Merci. Mais c'est ça que nous dit. Moukebaï doit être libéré. Merci beaucoup. 8 mois, 9 mois en prison, sans pour autant connaître son sort, c'est quand même grave. S'il faut prendre Moukebaï, pendez-le. Demain le 21 avril, il va totaliser 11 mois. 11 mois, c'est quand même trop. S'il faut lui donner la prison à vie, faites-le. S'il faut le mettre sur une chaise éjectable, faites-le. Mais qu'il soit quand même jugé. Qu'il soit quand même jugé, qu'il soit fixé sur de son sort. Qu'il connaisse quand même les raisons pour lesquelles il est en prison. Mais on prend une personne comme ça, 11 mois en prison, sans motivation valable, sans cause. Il n'est pas fixé, il ne sait rien, Moukebaï. Il est là comme ça, comme un apatride. L'État qu'il a mis là-bas, l'État l'a laissé l'abandonner, l'État. C'est le ministère public qui les met de l'action publique. L'a abandonné. Et la Cour constitutionnelle n'a même pas voulu répondre à sa requête. On abandonne Moukebaï comme un cadavre sans famille. Un apatride. Moukebaï peut considérer le apatride. L'État qu'il a mis au New Fosaré, l'État qu'il a déposé, le ministère public, les maîtres de l'action publique, fixer Moukebaï de son sort. Ce n'est pas un Congolais lambda. C'est un monsieur qui se bat pour son pays. C'est une personnalité politique importante de mon pays. Il est cadre dans un parti politique. Pourquoi on peut le prendre ou on l'abandonne comme ça? Sa femme n'est pas fixée de son sort. Sa famille n'est pas fixée de son sort. Nous ne sommes pas fixés. Ses enfants sont 11 mois sans leur père. Qu'ils soient quand même fixés de son sort. Il est là, il sait que peut-être je serai pendu. Merci beaucoup. Je serai mis sur une chaise éjectable. Soit c'est une prison à vie. Soit je suis condamné à 6 mois, 11 mois, une année.
qu'il soit fixé. Moi, j'étais en prison. Un prisonnier en prison, on dit Boloko Silaka. Son courage, c'est quand il est fixé de son sort. Il sait que dans 1 mois, 2 mois, je sortirai. J'étais condamné en 6 mois. Dans 6 mois, je sortirai. Mais vous prenez quelqu'un, la peine la plus dure, la plus lourde. Vous prenez la personne, vous déposez la personne à Makala. Sans procès, sans suite. Et l'État est là. L'État est là. L'État est là. L'État qui l'a mis là-bas. L'État est là. L'État. Est-ce que ça vraiment un État de droit? L'État est là. L'État est là. L'État qui a mis Moukébaï en prison, l'État est là. Donc Moukébaï est devenu un apatride. C'est ça vraiment un pays? C'est combat pour Moukébaï. Je vais les mener jusqu'à sa libération. C'est injuste ça. C'est très injuste. Très bien. C'est très injuste. Moukébaï, sa place, ce n'est pas à Makala. Ce qui s'affiche avec Moukébaï aujourd'hui, ça relève de l'injustice et de l'acharnement. On ne peut pas prendre une personne 11 mois comme ça, Makala. Sa femme fête son anniversaire aujourd'hui. Je vois Moukébaï comme il aime sa tendre épouse, maman Koko Tabala. Chez lui à la maison avec sa femme, fêter en famille. Mais vous voulez quoi? Sa femme fête un anniversaire en prison avec son mari. Elle rentre, elle dira quoi aux enfants? C'est chaque jour, maman Koko Tabala manque des mots et des messages à ses enfants. Aux enfants, à Brad et Mekale, et Bradley, pour leur père. C'est chaque jour, elle invente des mots pour leur papa. Les enfants disent, maman, c'est quoi le son de papa? C'est toujours, des fois, avec larmes aux yeux. Soyez humains. Soyez humains. Soyons humains. L'UDPS a combattu ce modus operandi d'hier sous Kabila. Mais pourquoi vouloir reproduire ça? Soyons humains. L'État qui a arrêté Moukébaï avec pompe, jeep chez lui à la maison, cagoulé, on l'a amené, jugé en procédure de flagrance, directement Makala. Mais où est cet État? Où est cette justice? Où est ce ministère public aujourd'hui qui a instruit de ce Moukébaï à abandonner Moukébaï? C'est être très juste dans ces pays. Très bien. Calmez les esprits. On va parler cette fois-ci de ces révélations qui accablent le ministre des Finances, Nicolas Kazadi. Il est présenté à ce jour comme auteur du détournement de plusieurs millions de dollars américains dans le cadre de ces projets d'installation des forages d'eau, mais aussi de lampadaires à travers la République. Alors, le procureur général, pour la Cour de cassation, Firmin Vondé, s'est mêlé de l'affaire. Et il a ouvert une action judiciaire contre le ministre des Finances qui se trouve d'ailleurs en déplacement. D'ailleurs, avant même d'entrer dans le fond de la question, comment on peut laisser un ministre, soit-il, sur qui pèse des faits très accablants, des détournements de plusieurs millions de dollars, sortir ou quitter le territoire national sans être inquiété au niveau de l'aéroport où pratiquement tous les opposants sont inquiétés avant de voyager? Je vais comprendre votre question. Il y a quelqu'un qui... Écoutez-moi. Le ministre des Finances. J'étais... Bon, vous n'étiez pas au pays. Il y a un projet qui a été... Non, j'étais un peu... Que les téléspectateurs m'excusent, très révolté sur le cas Moukébaï. C'est révoltant. Très bien. Je suis père des familles. Ceux qui ont mis Moukébaï à Makala sont peur des familles. Ils ont aussi peur des familles. Mais si c'était eux, ils n'allaient pas faire ça. Je suis père des familles. J'ai fait la prison. Je sais qu'ils représentent la prison. Et mettre quelqu'un comme ça en prison pendant 11 mois, tu l'as dit, c'est jour pour jour, c'est très révoltant. Très bien. Et c'est très révoltant. Si j'ai blessé certaines sensibilités, pour ça, je présente mes excuses, mais j'ai eu un fort chagrin dans mon cœur. Très bien. Pour les cas Moukébaï. Pour ça, si vous pouvez me relancer. Cas de détournement, le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, pointé du doigt accusateur. Le projet relatif à l'installation des forages d'eau et des lampadaires à travers la République. On parle de plusieurs millions de dollars qui sont détournés, volatilisés comme d'habitude. Et le procureur général, près la Cour de cassation, a décidé cette fois-ci d'ouvrir une action judiciaire afin de voir clair quant à ces projets. Et pendant ce temps, c'est le ministre des Finances qui a quitté le territoire national malgré tous ces faits de détournement qui pèsent sur lui. Est-ce que nous sommes responsables? Est-ce que c'était opportun de laisser le ministre voyager pour les États-Unis, semble-t-il, pour raison d'État tel qu'on a appris de ses proches? Avant d'entrer dans le fond de la question, avant de parler du détournement, avant de parler de l'action judiciaire qui sera ouverte par le procureur général pour la Cour de cassation,
est-ce que c'était opportun de laisser Nicolas Kazadi quitter le territoire national? Mais écoutez, les accusations, moi je ne connais pas M. Nicolas Kazadi. Je ne l'ai jamais pratiqué. Mais j'aime réfléchir, j'aime rester honnête, franc et vrai. Là, il faut réfléchir, C'est la raison. Qui accuse Nicolas Kazadi? C'est l'IGF ou c'est la justice jusqu'à-là? C'est l'IGF. La justice vient d'ouvrir une enquête là-dessus. Je suis d'accord avec les PG de la cassation, M. Vondé. Mais malheureusement, on connaît comment ça finit. S'il y a des implications, des ramifications de certaines autorités, ces enquêtes-là ne vont jamais aboutir. Mais qui accuse Nicolas Kazadi? Est-ce que c'est la justice ou c'est l'IGF? C'est d'abord l'IGF qui a révélé. Alors quand c'est l'IGF, moi je ne crois jamais à l'IGF. Comment ça? Moi personnellement, Yves Bouya, je ne crois jamais à l'IGF. Ah bon? Oui. Je voulais comprendre. Qui est-ce qui accuse Nicolas Kazadi? En attendant que M. Vondé, que ces enquêtes puissent aboutir. Il faut être intelligent. Moi, je ne veux pas être manipulé. Moi, j'aime réfléchir avec mon cerveau. Là où c'est vrai, c'est vrai. Là où c'est non, c'est non. Là où c'est clair, c'est clair. Qui est-ce qui accuse, soit poursuit, monsieur qui? Nicolas Kazadi. Nicolas Kazadi. C'est la justice ou c'est l'IGF? Comme c'est l'IGF, comme vous me dites, j'ai suivi, j'étais en Europe. Beaucoup de robots communicants de l'IGF. Les aboyeurs de l'IGF. Comme des femmes enceintes. Des gens qui ne réfléchissent pas. On leur a mis des choses dans la bouche. Allez parler. Et ils sont allés parler sans pourtant réfléchir. Comment ils ont parlé sans réfléchir alors qu'il y a des documents qui ont été mis sur mais écoute, moi j'en viens. Chiffre à l'appui. Écoute, moi j'en viens. Qui aujourd'hui poursuit le ministère des Finances? C'est l'IGF ou la justice? C'est encore l'IGF. Alors l'IGF agit sur base des révélations. Non, d'abord, non, écoutez. La justice, ça vient en aval. Pour que la justice maintenant puisse poursuivre les ministres de la justice, il faut que ces enquêtes aboutissent. Ça les prendra le temps que ça prendra. Exactement. Et moi-même, le temps que ça prendra. Mais là, comme on dit en Europe, là, c'est l'IGF ou la justice? C'est l'IGF. Maintenant, moi, Bouya, qui n'a jamais cru en l'IGF. Pas en tout. Peut-être à moitié. J'étais d'accord avec Elingueté sur certains dossiers. Notamment quand il y avait certains mandataires du public qui voulaient prendre l'argent de l'État pour la campagne électorale. Elingueté s'est opposé. Je dis d'accord, monsieur, je te soutiendrai. Je l'ai soutenu. Mais à part ça, je suis d'autres dossiers, c'est quand même alarmant et inquiétant. Les dossiers avec Adel Kaïnda, les dossiers avec Tony Mwaba. C'est quand même inquiétant. Et tant d'autres dossiers, rapports et enquêtes qui ont toujours posé problème dans les entreprises publiques. Alors, ne faut pas me dire ici ce que l'IGF a dit est une parole d'évangile. L'IGF devient juge parti. Moi, j'ai compris de ce cas, je suis venu de l'Europe. J'ai dit, j'ai les gens de vociférer. Les aboyants de l'IGF. Quand on leur donne quelque chose, allez parler. Qu'on nous dise, c'est un marché. Moi, j'ai couvert plusieurs dossiers sur la façon des marchés publics. Un marché élaboré. Dans un marché, il y a des prestataires, vrai ou faux? Vrai. Dans un marché, il y a des fournisseurs, vrai ou faux? Vrai. Dans un marché, il y a un maître d'ouvrage. Vrai ou faux? Vrai. Tout marché public passe par la procédure normale. Vrai ou faux? Mais pour les cas sous examen, les marchés a été passé de gré à gré. Non, écoutez. Et l'argent défalqué en procédure d'urgence. Non, écoutez. À ce que je sache, le marché n'est pas passé de gré à gré. Le marché est passé à la DGCMP. La DGCMP est sous tutelle du ministère du budget. Quand un marché est élaboré, c'est élaboré. On voit d'abord, est-ce que ça respecte la procédure sur la procédure des marchés? Vrai ou faux? Vrai. Le nombre est requis. Même un marché de gré à gré, ce n'est pas une faute. Un marché de gré à gré, il y a un montant requis pour un marché de gré à gré. Le montant requis, c'est $10 000. Quand vous parlez de 10 000, vous allez au-delà de $10 000,
il faut que ça passe par l'appel d'offres. Maintenant, il y a eu appel d'offres. Oui, mais quand c'est passé par la DGCMP, ça a reçu l'avis de non-objection au niveau de la DGCMP. Moi, c'est comme ça que j'ai examiné le dossier. Ça a reçu un avis de non-objection. Donc, c'est que le marché a été un marché bien élaboré. Mais dans ce marché de lampadaires, non, de forage d'eau, je ne sais pas si c'est des forages ou usines. Là encore, j'ai poursuivi mes enquêtes. S'il faut construire un puits à 398 000 $, un puits, là peut-être, je pense qu'il y a un très sérieux problème. Il y a un très sérieux problème. Là, je dois comprendre, est-ce que c'est un puits ou une usine d'eau, des forages d'eau? Je dois encore poursuivre mes enquêtes. Moi, je vais être vrai et franc. Alors, le marché arrive. Je vais parler de la surfacturation. Le marché pour la construction, je pense, d'une usine d'eau et d'un puits était de 398 000 $. Mais je constate que le marché n'a pas été construit à 398 000 $, mais à 200 000 et quelques. Encore, c'est quand même trop. Je suis aussi pas d'accord avec ça. J'apprends que pour construire peut-être un puits d'eau, c'est entre les 10 ou 14 000 $. Exact. C'est ça que j'apprends. Donc, le marché passe de 398 000 $ à 200 000 $. Et qui fait constater qu'il faut quitter les 398 000 $ à 200 000 $? C'est le ministère des Finances. C'est le ministère des Finances qui, par une missive en juin, le ministre du Développement rural, qui est le maître d'ouvrage de ces travaux, et les prestataires, les deux entreprises, quitter de 300 000 à 200 000. Et qui découvre la surfacturation? Est-ce que c'est la DGCMP? Est-ce que c'est le ministère du Développement rural qui est le maître d'ouvrage? Ou c'est le ministère des Finances? C'est le ministère des Finances qui découvre la surfacturation. Il dit, bolongolango, de 300 000 à 200 000 $. Yango, je vois, ça a été payé à 200 000 $. Bien que je sois encore contre pour ces montants-là. Un pouce, ça, et ça, à 200 000 $. Donc, s'il y a une surfacturation, le ministre des Finances a agi en aval et non en amont. Agir en amont, ça signifie quoi? D'abord, en aval, ça signifie quoi? Il n'a pas participé à l'élaboration du projet. Il n'a pas participé à l'élaboration du projet. D'abord, il n'a pas participé à l'élaboration du projet. C'est lui qui découvre la surfacturation. Lui n'a intervenu que sur en aval. En aval, c'est sur les décaissements. Alors, concernant le décaissement, j'ai encore appris les gens vous dire ici, c'est un paiement à mode quoi? Procédure d'urgence. En procédure d'urgence. Encore, je renvoie encore aux gens aux études. Sur les marchés de la passation publique, il y a des modes qu'on paye. Il y a les modes standards où vous avez un marché qui respecte l'appel d'offres. On établit un DTO par le ministère des Finances et que la Banque centrale paye. L'autre mode de paiement, c'est quoi? C'est, tu viens de dire la procédure d'urgence. Ce n'est pas une faute. Par exemple, nous avons une calamité, une intempérie. On ne va pas respecter les modes standards. Il faut payer en procédure d'urgence. Ce n'est pas aussi une infraction. Donc moi, je n'en compte à me douter. Je suis sur le fond du débat. Donc, moi, je suis contre qu'aujourd'hui, l'IGF, à Linguete, dans ces dossiers que je considère peut-être où il y a eu deux ministères qui ont agi, le maître d'ouvrage qui est le ministère du Développement rural, on laisse le ministère du Développement rural, qu'on fasse du fixisme sur le ministère que la finance. Alors, où est le ministère du Développement rural, qui est le maître d'ouvrage dans ces dossiers, qui a reçu le financement et qui paye les prestataires? Où est le maître d'ouvrage dedans? Il faut aussi, s'il faut parler détournement, il faut parler aussi, indexer aussi les ministères du développement rural. Ne pas indexer les ministères du développement rural, ça revient à un acharnement. Dossier lampadaire. Je suis encore suivi, j'ai appris que j'ai suivi Ngobila en train de dire qu'il y avait l'application de l'IGF. C'est pas Bouya qui l'a dit. C'est Ngobila. Moi, je ne savais pas. Je suis resté à ma maison, je vois une vidéo me parvenir. Je vais Ngobila dire que non, les mentions dossier lampadaire pour 13 millions de $. Avec Soltra. J'ai compris ce dossier-là par des proches de la Linguete.
avec Soltra, je crois que c'est Soctra. L'argent, il y a eu un compte séquestre d'après les experts de l'hôtel de ville. Un compte séquestre a été ouvert. L'argent a été logé de 13 millions dans un compte séquestre. Et sous la gestion de qui? Mon cher ami, de l'IGF. De l'IGF. Donc, d'après vous, l'IGF est en partie responsable. Mais le gouverneur de la ville a dit non, accueilli la IGF. Ceux qui sont traduits, ces matériels sont bloqués sur 3600 lampadaires qu'ils devaient livrer. Qu'est-ce que j'ai dit ici? L'entreprise Soltra, c'est vrai qu'il n'y a que 800 ou 1000 ont été livrés. Mais l'IGF a bloqué certains matériels à Matadi. Pour quelle raison? Mais il faut suivre le gouverneur. Et quand l'IGF, le gouverneur Ngobila, a fait des allers-retours, l'IGF dit c'est pas moi, c'est moi, c'est pas lui, c'est pas moi, c'est pas moi. Alors, un fonds séquestre, un compte séquestre ouvert. Très bien. On a logé l'argent. Et tout fonds qui sortait de ces fonds séquestres, de l'industrie lampadaire, c'était avec avis et aval de l'IGF. Et comment que l'IGF peut encore créer un détournement? Mais c'est quand même grave. L'argent sort avec ton consentement, avec ton aval, avec ton avis, assure le gouverneur Ngobila. Et toi, l'IGF, venir dire qu'il y a eu détournement. Donc, s'il y a eu détournement dans le dossier IGF, c'est que aussi, l'IGF aussi est au fond de ce détournement. Et c'est quand même grave. Alors, elle ne peut pas venir ici crier détournement parce qu'elle a été informée de ces fonds séquestres. C'est là que je dis. On dit que l'IGF est en patrouille financière des entreprises publiques. En patrouille financière dans les ministères. Mais quand on dit qu'il y a des détournements dans les entreprises publiques et ministères, là où il y a l'IGF, c'est que l'IGF elle-même aussi est aussi responsable de ces détournements. Donc voilà mon point de vue, mon appréciation sur ce dossier. Merci je beaucoup. pense lampadaire et ce dossier sur la construction des stations des puits d'eau. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, pour vous qui venez de nous prendre en cours de diffusion, c'est l'émission Perfect Press, une émission qui parle de l'actualité ou qui décrypte l'actualité de la République démocratique du Congo. Ce sont des journalistes qui prennent donc parole ici. Le deuxième invité vient d'arriver avec un très grand retard, 47 minutes pratiquement. Siméon Issakou, bienvenue. Merci Hervé. Mes excuses à tous les téléspectateurs pour ces retards, dépendamment lié à ma volonté. Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai rencontré un peu d'embouteillage. J'ai quitté magasin vers ici. Il y a un peu d'embouteillage au niveau de ce CIMAT. La ville n'a plus de route. Ben oui, il faut l'admettre, la ville n'a plus de route. Il y a des trous par-ci, par-là. Je me rappelle encore les projets Kin 03. Je me rappelle encore de cette opération où ces projets Kin 03. Il y a eu l'argent qui a été déboursé par le trésor public. Samalou Kondé disait que c'était une réussite à plus de 90%. Mais je me dis qu'il n'y a plus de routes aujourd'hui à Kinshasa. Au lieu qu'il y ait même des routes avec des trous, mais il n'y a plus de routes. Malheureusement. Il n'y a plus de routes. Et Samuel est en train de partir, qui va évaluer ces projets, qui vont endosser la responsabilité de cet échec. Oui, mais il doit être contrôlé. Il doit être contrôlé. Il y a eu l'argent qui a été déboursé pour ça. Il y a le ministre des ITPR. Ils doivent tous nous dire qu'est-ce qui n'a pas marché pour qu'aujourd'hui on n'ait plus pratiquement des routes. On n'est plus pratiquement des routes. Et donc, j'étais en train de m'excuser pour ces retards qui n'est pas lié à mon bon vouloir. Voilà. Merci beaucoup. On était en train de parler avec Yves Bouya de ces révélations qui accablent le ministre des Finances sur facturation dans les projets de l'instauration ou l'installation des forages, mais aussi des lampadaires à travers le pays. Vous faites quelle lecture de ces révélations et de l'action qui sera menée par la justice? Bon, déjà il faut dire qu'il y a la justice qui s'est saisie du dossier. Il y a les procureurs près la Cour de cassation qui s'est saisie du dossier. Et donc, comme d'habitude, quand la justice s'est saisie du dossier, nous on s'abstient de tout commentaire parce que nous devons voir clair. Ce n'est qu'un RDC où un forage peut coûter 200, c'est ça? 270 000? 298 000 semble-t-il. Ce n'est qu'un RDC. Ce n'est qu'un RDC où on détourne des millions. Celui-ci détourne 10 millions, celui-ci détourne 100 millions, celui-ci 47 millions, celui-ci 20 millions. Ce n'est qu'un RDC. Et ce n'est qu'un RDC où la population est très, très, très pauvre. Ce n'est qu'un RDC où on manque à manger, on manque des routes.
Ce n'est qu'un RDC où on parle en termes de millions. Ce n'est qu'un RDC où on a un gros gouvernement, plus de 50. Quand on dit réduisons à 45, les acteurs politiques disent non, mais 45 c'est trop peu. Nous devons avoir un gouvernement à la taille de notre pays. Ça, on ne peut vivre ça qu'en RDC. On ne peut vivre ça qu'en RDC. Et ils vont nous dire, nous aimons le pays. Et donc, le procureur s'est saisi du dossier, comme j'étais en train de le dire. La lumière doit être faite. Nicolas est accusé dans beaucoup de choses. Il est accusé dans beaucoup de choses. Il n'est jamais inquiété. Les dettes publiques, on dit qu'il facilite les choses lorsqu'il s'agit de ses membres de famille, de ses proches. Il facilite les choses lorsqu'il s'agit, j'ai dit ce sont des accusations, il facilite les choses lorsqu'il s'agit des membres de la famille, du chef de l'État. Il facilite des choses lorsqu'il s'agit de ses connaissances. Mais lorsqu'il s'agit des intérêts de la République, il est lent. On dit qu'il bloque les dossiers de certains ministres. On dit de lui tout ça. Mais maintenant que la justice s'est saisie du dossier, on doit voir clair. Il faut que la lumière éclate dessus. Parce qu'on ne peut pas accuser éternellement un ministre depuis qu'il a débuté son mandat jusqu'à aujourd'hui, sans pour autant qu'il ne soit inquiété. Nicolas doit se présenter devant la justice. Il se trouve à l'étranger. Est-ce qu'il sera facile que la lumière soit faite? Est-ce qu'il va d'abord revenir au pays? Il va revenir. Il a promis de revenir et puis de faire les droits de réponse. Non, les droits de réponse, c'est quoi? Il va se justifier. On connaît tous que ces politiciens sont des menteurs. Il va se justifier, il va essayer de nous rouler dans la farine, il va essayer... ils savent parler, ces politiciens, ce sont des charmeurs, ce sont des moralistes. Qu'il laisse se justifier à la justice, qu'il apporte le preuve. Il y a ceux qui accusent, il y a ceux qui dédouanent, mais que la justice fasse son travail. Que la justice aille jusqu'au bout. Le chef de l'État disait lors d'un briefing que la justice était malade. Alors il faudra cette fois-ci que la justice puisse nous démontrer qu'elle n'est pas malade, qu'elle est en train de tout faire pour être guérie. Il faudra que le procureur qui a lancé l'action, le procureur Vondé, qui a lancé l'action, puisse nous prouver qu'il est au-dessus de la mêlée et qu'il fait au moins cette exception de cette justice qui est malade, comme le disait le chef de l'État. Et donc, Nicolas, qui est cité dans beaucoup de dossiers, des détournements, des corruptions et des consorts, il doit être auditionné par la justice. Est-ce que le procureur général pour la Cour de cassation sera en mesure de tenir tête à Nicolas Kazadi, qui est présenté comme pratiquement un vice-président dans l'ombre, comme l'homme de confiance du chef de l'État, comme l'homme qui n'obéit qu'au président de la République? Est-ce que vous voyez les PG Firmin vont être en mesure d'inquiéter Nicolas? Est-ce qu'il n'obéit qu'au président de la République? Là encore, je me pose la question, parce que je me rappelle plusieurs fois, le président de la République a eu à demander au cours du Conseil des ministres, a eu à demander à Nicolas de libérer en urgence l'argent pour la fabrication des bateaux de pêche. Il ne le faisait pas. Il ne le faisait pas. Et donc, il n'écoute personne. J'ai l'impression qu'il n'écoute personne. Peut-être qu'il a un soutien ailleurs. Peut-être limité, je ne sais pas. Et donc, Nicolas Kazadi, j'ai l'impression aujourd'hui que les Congolais ne veulent plus de lui. Les Congolais en général, ils veulent plus de lui. Avec les retards enregistrés de temps en temps dans la paye des fonctionnaires, des agents, des fonctionnaires de l'État. Mais cette histoire de retard dans la paye des fonctionnaires de l'État, les agents de l'État, consorts, bref, en général, tous ceux qui travaillent pour l'État, c'est une histoire qu'on n'avait plus enregistrée, ça faisait des années dans notre pays. Et comment ça doit refaire surface sous Nicolas Kazadi? Il dit qu'il y a beaucoup de contraintes financières au niveau des contraintes financières parce qu'il doit payer, parce qu'il doit payer, parce qu'il doit, il ne sait même pas où il doit parce qu'il doit payer, il doit payer des dettes intérieures et il doit payer des dettes intérieures parce qu'en retour il doit avoir 50%. Et imagine-toi quand tu payes la dette de quelqu'un qui a escroqué par exemple le pays, tu lui donnes 27 millions de dollars, mais ça crée un trou. Ça crée un trou. Cet argent-là pouvait aider pour payer les agents fonctionnaires de l'État. C'est ça, c'est comme ça que Nicolas fonctionne. Parce qu'il sait qu'en retour, il a quelque chose. Et là, il va se justifier. Non, moi je veux que la justice qui a déclenché une procédure puisse aller jusqu'à la fin. Donc, appeler M. Nicolas
l'auditionner, appeler tous les acteurs qui sont cités dans ces dossiers. Parce qu'il y a détournement, il y a vraiment détournement. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il y a vraiment détournement. Très bien. Quand déjà on dit qu'on a servi à peine quelques forages, ça veut dire qu'il y a un problème. Pourquoi servir à peine quelques forages? Donc il y a un problème. Ils doivent nous dire, les autres forages sont où? Et qu'est-ce qu'ils ont fait avec l'argent des autres forages? Il y a des détournement. Et si Nicolas est impliqué dedans, il doit être auditionné. S'il faut les sanctionner, il doit être sanctionné. Très bien. Alors, dès que la communauté internationale nous regarde aujourd'hui, nous n'avons pas d'argent pour payer les agents et fonctionnaires de l'État, nous n'avons pas d'argent pour réhabiliter nos routes, nous n'avons pas d'argent, on a vu d'ailleurs, il y a peu Caméré en Arabie Saoudite qui a demandé 6 millions pour soutenir les déplacés de guerre, mais nous avons comme ça en interne des sommes d'argent colossales qui sont dilapidées. 300 millions pour la francophonie, mais c'est ce que 27 millions et mais c'est ce que j'ai dit. Et tout ça au centre, Nicolas Kazadi est là. Parce que c'est lui le ministre des Finances. Et je peux même dire que Aimé Boji aussi, tous deux doivent être interpellés. Parce que j'ai un dossier ici, nous parlons finances. J'ai un dossier ici, le dossier du Conseil économique et social. Cette institution qui bouffe inutilement l'argent de l'État congolais. Moi, je me demande... Elles sont nombreuses. Oui, je me demande l'importance de l'existence de cet organe, le Conseil économique et social. Les dossiers que j'ai ici prouvent qu'on bouffe inutilement l'argent des Congolais. Et ça s'appelle détournement. Pourquoi je parle du détournement au Conseil économique et social? C'est parce qu'on parle de Nicolas Kazadi et d'Aimé Boji. Ce sont eux qui ordonnent l'argent, qui ordonnent pour que l'argent sorte. Au Conseil économique et social, comme le dit leur loi organique, je suis dans l'article 9 de la loi organique. Je pense que je vais me retrouver très facilement. Loi organique, article 9. L'article 9 dit ceci. Article 9. Bon, si je peux dire ce que la loi dit. La loi dit que les conseillers de la République sont payés avec des indemnités de session. Les membres du bureau sont payés par émolument, comme à l'Assemblée. Mais qu'est-ce qui se passe actuellement au Conseil économique et social? Au lieu que les conseils de la République soient payés 2 fois l'an, parce que au Conseil économique et social, nous avons 2 sessions ordinaires. Une session qui s'ouvre en avril et se clôture le 1er juin, et une autre qui s'ouvre à la fin de l'année, donc en octobre. Ça veut dire que les conseils de la République travaillent pendant 4 mois l'an. Bien sûr, nous savons tous comment les conseillers sont recrutés. Ils sont pris de différentes corporations de la vie sociale. Et donc, ils sont payés pour 2 mois, les indemnités de session. 15 millions de francs congolais par session. Donc, pour les 2 mois. Ce qui nous amène à comprendre qu'ils touchent 30 millions l'an. Mais, Nicolas Kazadi et Aimé Boji, en complicité avec Monsieur Kiwakana, le président du Conseil économique et social, ont contourné la loi organique du Conseil économique et social dans son article 9. Ont commencé à payer depuis maintenant plusieurs années les conseillers de la République mensuellement. Au lieu que ces derniers touchent 15 millions pour la session, ils touchent alors 15 millions pour le mois. Ah bon? Ils sont au nombre de 68. 15 millions de francs congolais, ils devaient toucher par session. Donc pour 2 mois, ils touchent ces 15 millions mensuellement. Et cet argent vient d'où? Or, il n'y a aucune disposition. Après 3 mois. Oui, il n'y a aucune disposition qui autorise au Conseil de la République d'être payé mensuellement. La seule disposition qu'il y a autorise au Conseil de la République d'être payé par session.
Donc 15 millions par session. Et au jour d'aujourd'hui, dans notre République, comme on est habitué à détourner des millions, les conseillers se permettent, en complicité avec le ministre des Finances et le ministre des Budgets, ils se permettent de toucher 15 millions le mois. Vous vous imaginez ce que le pays perd? Il n'y a aucune disposition qui autorise cela. Seul le ministre des Finances et le ministre des Budgets ont réussi à contourner la loi organique du Conseil économique et social. Si la loi... ont réussi à mettre à la disposition du Conseil économique et social cet argent qui n'est pas autorisé par la loi. Si la loi ne l'autorise pas. La loi ne l'autorise pas. Par ricochet, la chaîne des dépenses ou la ligne budgétaire ne prend pas en compte. Mais ceux qui gèrent la ligne de dépenses, la chaîne des dépenses, ont trouvé un mécanisme pour contourner tout ça. Pour contourner tout cela et donner cet argent au Conseil de la République en violation de la loi. C'est pourquoi j'étais en train de dire ici que Nicolas Kazadi est au centre de beaucoup de détournements, de beaucoup de bêtises dans ce pays. La gabegie financière. Nicolas Kazadi est au centre de tout cela. Il doit être interpellé par la justice en complicité avec Aimé Boji. Parce que rien ne peut se faire sans qu'Aimé Boji ne soit aussi au courant. Le Premier ministre, c'est Sama qui a dirigé le... Mais il est dribblé, Sama est dribblé. Mais comment il peut être dribblé? Sama est dribblé. Sama est dribblé. Sama est dribblé. Les conseillers de la République touchent autant d'argent non prévu par la loi. Et donc, leur président, monsieur Kiwakana, qui réussit même à dribbler les chefs de l'État. Il réussit même à dribbler les chefs de l'État. Parce que la loi dit que les conseillers de la République sont issus des différentes corporations, très bien, des couches sociales de notre pays, sont nommés par les chefs de l'État et investis par lui-même, les chefs de l'État, nommés par ordonnance et investis par les chefs de l'État au cours d'une session inaugurale. Mais ce qui se passe au Conseil économique et social maintenant, c'est qu'il y a des conseillers très bien qui sont en train de siéger, 5 au total. Ils sont au nombre de 68, mais 5 se sont ajoutés par la volonté du président du Conseil économique et social. Ils sont là en train de siéger. Ils n'ont jamais été nommés par le président de la République. Ils n'ont jamais été investis par le président de la République. Mais ils sont payés par le trésor public. Ça veut dire qu'ils ne sont pas reconnus par l'État congolais, mais ils sont payés par l'État congolais 15 millions de francs congolais à la fin de chaque mois, en violation de la loi. Donc, une preuve. Comment Nicolas Kazadi, comment Aimé Boji peuvent libérer cet argent alors que la loi ne les reconnaît pas pendant autant d'années? Non, mais je parle pas à l'air. À quoi sert je ne parle pas à l'air. J'ai un ordre de paiement informatisé ici. Ça s'appelle OPI. J'ai ça ici. Ici, ils sont en train de réclamer les arriérés du mois de juillet, août et septembre de 2022. Il y a autant de pièces à conviction comme ça. Il y a un document ici. Mais si des dossiers comme ça peuvent... Il y a un document ici. Comment peuvent-ils réclamer l'argent de juillet, août et septembre et qui sont censés être payés seulement pour 2 mois? Ça veut dire avril et juin et octobre et novembre et décembre. Mais octobre et novembre. Comment ces documents peuvent échapper au gouvernement qui se réunit chaque vendredi? Non, mais qu'est-ce qui se raconte là-bas quand il y a dans ces conseils des ministres? Quand il y a des mafias organisées, même les chefs de l'État peuvent être dribblés. Il faut qu'on se le dise comme ça clairement. Quand il y a des mafias organisées, même le chef de l'État peut être dribblé. Vous vous imaginez que dans un pays où on nous taxe un forage à 200 quelques mille dollars, ça ne se fait nulle part ailleurs, seulement à RDC. Mais c'est votre pouvoir. Non, mais attendez, non, ce qui est mal, ce qui est mal reste mal, nous devons le dénoncer. C'est notre pays, on n'en a pas deux. Vous nous taxez un forage à 270 000 dollars. Donc le chef de l'État est dribblé, les premiers ministres, les services... Ils sont tous dribblés. C'est Nicolas et Aimé Boji qui gèrent l'argent, ils gèrent la chaîne des dépenses. Ils peuvent s'organiser et tout faire pour dribbler tout un État. Ce qui se passe au Conseil maintenant, économique et social, ils sont en train de dribbler l'État. Merci beaucoup.
Ils sont en train de dribbler l'État. Moi, je vais dire quelque chose. Merci. Il faut les dénoncer. Il faut vraiment les dénoncer. Ils sont en train de dribbler l'État. Et ce président du Conseil économique et social qui réussit, je n'ai pas fini. Ce président du Conseil économique et social qui réussit aussi à dribbler les chefs de l'État parce que il prend 5 conseillers de la République, il les donne un pouvoir qui n'a pas été donné par les chefs de l'État. Parce que seul le chef de l'État a le pouvoir de nommer par ordonnance et investir. Le chef ne l'a pas fait. Mais le président du conseil prend 5 conseillers, dont le professeur Yoka, il leur donne le pouvoir. Il leur donne les immunités. Parce que le Conseil de la République a les immunités. Il leur donne les immunités alors qu'ils n'ont pas été nommés par le chef de l'État. Et donc vous comprenez que nous sommes dans une république où tout le monde qui a une portion du pouvoir peut se permettre du n'importe quoi. Merci beaucoup. Et j'apprends que d'ici les 30, Gilles Alinguette sera là-bas, l'inspecteur général des finances, chef de service. Il sera là-bas, il sera au conseil. Laissez-moi évoluer. Il sera au conseil économique et social pour une séance académique. Non, mais je me dis que là, je suis en train d'attirer l'attention de l'inspecteur général, chef de service. Il sera face à des voleurs de la République. Il sera face à des détourneurs de la République, ces conseillers de la République. Ils ne respectent pas la loi. Ils sont en train de bouffer de manière illégale. Merci beaucoup. De manière frauduleuse l'argent de la République. En allant là-bas, c'est comme s'il est en train de, je vais dire, de consacrer l'impunité. Très bien. Donc, il sera face à des détourneurs, face à des voleurs. Avant d'aller là-bas, nous lui demandons de diligenter d'abord une équipe de contrôle là-bas, voir ce qui se passe là-bas. Parce que depuis que le conseil existe, il n'a jamais eu de reddition des comptes. La Cour des comptes n'est jamais passée là-bas. Merci, arrêtez-vous là, vous allez y revenir. D'accord. 30 minutes nous séparent de la fin de l'émission, vous allez rapidement, vous allez rebondir sur ces propos, mais vous allez aussi évoquer la question de la mise en place du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Qu'est-ce qui traîne encore? Pourquoi ça tarde? Qu'est-ce qui doit être fait? Je salue, quand j'étais sur Paris, j'ai suivi une émission de Siméon Sako avec un de mes jeunes frères sur Paris, et je m'étais éclaté, nous étions éclatés de rire. Je les salue d'où il est. Pius Romain Roland. Pas Pius Romain, avec Pius Romain Roland. Mon jeune frère Gianni Makondele, bon, qui s'appelle le jeune et beau garçon des bandits. Donc quand il voit Simeon Isako, tellement que Simeon l'énerve, il dit non, ce monsieur ici m'énerve. Je dis non, Gianni Makondele, calmez-vous. C'est un Congolais qui donne ses idées pour les pays, pour la patrie. Donc je pense que demain, Gianni Makondele ou après-demain va suivre l'émission de son frère, grand frère, Simeon Isako, qui l'énerve en fait. Quand il voit Gianni Makondele, voit Simeon Isako, il prend son téléphone, il casse son téléphone. Oh, à ce point. À ce point. Et Gianni Makondele, il casse. Non, ce monsieur, ça m'énerve. Il ne mange plus. Pour cette fois, il sera heureux. Non. Mais moi, ça m'étonne. Tout ce que Simeon veut brandir ici. Ça, tout ça. Mais c'est l'union sacrée. Le président est dribblé. Il me dit même que le président est dribblé. Vous lui posez la question, à quoi sert ce conseil des ministres? Il dit le président est dribblé. Arrêtez avec ces conseils des ministres qui n'apportent rien. Moi, je n'ai pas pris le mot arrêter. Abat avec ces conseils des ministres qui n'apportent rien au pays. Des dossiers, solutions, réunions, plus de 1000 conseils des ministres qui n'apportent rien au problème des Congolais. Arrêtez avec. Maintenant, il porte un dossier, vous posez la question, un dossier ici, il dit, lui me dit, le président de la République est dribblé. Donc, à quoi sert ce conseil des ministres? Non, mais nous devons dénoncer les antivaleurs. Quand il cite des ministres ici, il cite Nicolas Kazadi, il cite Eve Boji, mais qui siège tous les vendredis au conseil des ministres. Ça signifie que quand vous siégez au conseil des ministres, vous devez apporter des solutions idoines aux problèmes des Congolais, notamment ce dossier ici. À quoi sert ce conseil des ministres? Même le président de la République est dribblé. Mais quand un président de la République, comme il est dit ici, il est dribblé,
c'est celui qui n'a pas la maîtrise du pays. Si mais on veut me dire que le président de la République n'a pas la bonne maîtrise de la gestion du pays, quand le président de la République est dribblé, si mais on veut me dire que le président de la République ne connaît rien de la gestion du pays, quand le président de la République est dribblé, il veut dire que le président de la République, tout lui dépasse. Quand le président de la République est dribblé, le président de la République n'a le contrôle de rien. Quand le président de la République est dribblé, même ce conseil des ministres ne servent à rien. Ne servent à rien. C'est pour ça que moi j'avais dit, nous devons, je vais faire une suggestion au président de la République, ce conseil des ministres ne sert plus à rien. Chaque vendredi. Mais mon cher ami, les problèmes des Congolais ne sont pas résolus dans ce conseil des ministres. Mon ami, c'est qui soutient l'union sacrée. Je connais Douba, son cœur, les journalistes, parce que lui m'a dit, moi je suis l'opposition. Moi j'assume peut-être mes convictions, je suis l'opposition, mais je n'ai jamais connu mes positions, je n'ai ni pas. Je n'ai jamais nié mes convictions. Ah, tu n'as jamais nié tes convictions. Je n'ai jamais nié tes convictions. Je n'ai jamais nié. Mais accepte ça, c'est les pouvoirs que tu soutiens qui est derrière ça. Il y a des erreurs. Non. Il y a des erreurs à dénoncer. Détournement erreur, ça c'est pas une erreur. Oui, mais si on doit pendre des gens. Oui, mais ce sont des criminels économiques. Alors, si la loi a dit qu'ils doivent être pendus, j'applaudis. C'est pas une erreur. Ça, c'est pas une erreur. Ce sont des délinquants financiers. C'est le pouvoir que tu soutiens. Il faut accepter, il faut dire non, notre pouvoir, tu l'as mis dans Kimouimi. Toi, en principe, tu dois nous dire ici sur ces plateaux, tu l'as mis pouvoir au Kimouimi. Tous les pouvoirs au détournement, tous les pouvoirs au cooptation, tous les pouvoirs au clientélisme. Tu ne dois pas dénoncer. Tu dois accepter. Ou dire Tolembi. Ils vont dire non. C'est fait dans les pouvoirs, dans ton pouvoir que tu soutiens. Comment est-ce que des gens qui ne siègent pas nommés par ordonnance présidentielle, un monsieur comme DG, qui a conseil économique, recrute des gens. Le président du conseil économique. Conseil économique. Et qu'il paye. Il ne vient d'aucune structure de la société qui sont payés 5 membres et aux frais du trésor public de l'État. Facilité par Nicolas Razali d'après Siméon Issa. Mais ce sont eux qui libèrent l'argent. Ce sont eux qui libèrent l'argent. Lui là, lui il dit que il doit dire Tolembi. Non, il dit Tolembi. On a mal géré. Il faut Tokende. C'est ce qu'il lui doit dire. Depuis tout ça, Tokende a dit ça. To décevoir les Congolais, to sali mabe, c'est ce que y est fort au Luba. Tu vas Congolais ba limbi sa biso. Tout ça qui premier mandat. To gérer mabe. To sous deuxième mandat. To quelqu'un mabe, Congolais limbi sa biso. Congolais limbi sa IDPS. Congolais limbi sa union sacrée. Et ça makambo aussi mais ce qu'il faut Luba. Les dénonces qui dénonce, c'est nous qui dénonçons tous les jours. Parce que quand ils dénoncent, il bouillard là, c'est l'opposant. Il critique. Maintenant, lui, qui est l'union sacrée, qui soutient les fonds en comble l'IDPS, quand il vient faire ces dénonciations ici, c'est que le pays est foutu. Alors, le problème, c'est Nicolas Kazadi, la personne des. Moi, je ne parle pas de la gestion. Moi, je n'ai plus pas des individus. Moi, je vous parle de la gestion de l'union sacrée. C'est une gestion calamiteuse. Donc, c'est la largesse du président de la République. Moi, je vous parle. Mais je vous dis ça, c'est une gestion calamiteuse. Moi, je ne parle pas que la gestion, elle est calamiteuse. Très bien. Et lui a reconnu que dans certains dossiers, notamment ce dossier, le président de la République est dribblé. Mais quand le président de la République est dribblé, alors pourquoi il faut tout cela toujours au Conseil des ministres? Si le président de la République est dribblé, c'est que, selon l'entendement Siméon, c'est encore, le président de la République ne contrôle rien, ne maîtrise rien en termes de gestion. Très bien. Ces ministres vont consacrer un dossier Moussous. Assemblée nationale. C'est ça que je vous dis. Donc, je vous dis ici, lui doit reconnaître que la gestion, il y a une union sacrée, il doit dire Congolais, Limbisa union sacrée. Merci. Congolais, Limbisa IDPS. Congolais, on a mal géré. Ça, c'est le fruit de ma gestion. Ça, c'est le fruit des éléments qui prouvent que le pays, rien ne va évoluer. Ça, c'est les erreurs du passé. Et rien ne va changer. C'est que l'IDPS a dénoncé hier la magouille, le détournement, le clientélisme, le népotisme. La gabégie financière. La gabégie financière. Mais ça s'opère maintenant où? Dans bateau, pour l'état de droit. Bateau, finga Kabila. Bateau, Kabila. Bateau, Kabila, Atonga, Aïba. Mais ça, c'est du vol. Très bien. Et ça, les commissions de détournement. Malheureusement, ils ont bateau. Souvent, on prend des faut le dénoncer. Vous devez présenter des excuses aux Congolais. Dire aux Congolais, arrêtez de dénoncer. Laissez-nous dénoncer. Vous devez dire, Congolais, Limbisa union sacrée.
Congolais, Libissa UDPS. Congolais, on a mal géré, pardonnez-nous. Congolais, on laisse notre façon de gérer les pays. Assemblée parce nationale. que ça, c'est grave. Assemblée nationale. C'est vraiment très grave. Ça fait parce que c'est un échec. Je vais d'abord rebondir un peu avant. C'est moi qui parle. C'est moi qui parle. Vous allez rebondir dans votre temps d'antenne. Attendez, vous avez parlé. Il a suffisamment parlé. L'Assemblée nationale, une minute. L'Assemblée nationale. Retard dans la mise en place du bureau définitif. Mais vous savez, ce qui se passe à l'Assemblée nationale, c'est quand même grave. Via ses animateurs. On ne sait pas ce que veut Mbosso. Mbosso fait quoi? Mbosso fait quoi? Il veut être candidat à sa propre Pourquoi il est candidat Mbosso? Pourquoi? Parce que c'est un Moi, j'ai mille raisons à démontrer ici que Mbosso ne peut pas être candidat. Allez-y. Ne peut plus être candidat. J'ai mille raisons ici que je peux évoquer. Allez-y. C'est pas coup de baguette magique que Mbosso est devenu d'abord président du bureau d'âge de 2018. D'après plusieurs sources, les présidents le reçoivent avec Aminata Namiasia et Gaël Boussa. 2018? Non, 2021. L'avènement du FCC cache après la chute du bureau. L'avènement de l'Union Sacrée. De l'Union Sacrée. Mbosso dit, Monsieur le Président, il paraît très généralement conditionné. Comme vous êtes satisfait de notre... Tu vois, il parle comme un sacristain là. En fait, il est là-bas parce que c'était une récompense du travail. Vous êtes satisfait de notre travail. C'est qui parle. Mais il parle comme un sacristain, vous ne savez pas. Comme vous êtes satisfait de notre travail, laissez-nous continuer. Bon, il a pris les présidents de la République au bon. Le président a dit, bon, continuez, poursuivez. Il est resté président du bureau d'âge pour être confirmé président du bureau définitif. Exact. Nous partons aux élections. Il revient au bureau d'âge. Et là, on passe le bureau définitif. Il veut rester au bureau définitif. Mais quand vous dites à Mbosso, vous voulez rester. Mbosso a quel secret qu'il a mis dans ces bureaux-là qui les pousse à rester? Il a quoi? Il a quel code? Il a quoi? Il a caché quoi? Qu'est-ce que Mbosso a caché pour rester? Je le prouve. En termes de poids politique, il ne représente rien. S'il faut un partage politique, ça serait entre Kamere ou Bahati. Même pas ça, Maloukonde. Oh, il est aussi chef d'un regroupement Non, qui a aussi des députés. Plus de 70, semble-t-il. Non. C'est tout le monde qui maintenant qui se donne des députés. Oh, deuxième force. Mbosso doit laisser reposer. Il a 83 ans. Oh, moi, j'ai pas d'ambition. Non, l'ambition est là. L'ambition, c'est de rester pour se maintenir. C'est ça l'ambition. Parce que ce qu'il était hier, c'est pas ce qu'il est aujourd'hui. C'est ça l'ambition. De rester. Pourquoi rester? Pour apporter quoi? Mbosso, les bandes municipales des élections. Mbosso a apporté les bandes de président de la République. Il faut être cohérent dans notre réflexion. Non. Mbosso s'est battu ici avec les Ngobila, avec les Matadiwamba, pour offrir à Tshisekedi les bandes. Mais malgré, il faut se comprendre qu'il y a Vital Kamerhe qui a foncé vers là. Chuter. Pour moi, Mbosso crée des dilatoires. Oh, tantôt, j'enverrai le calendrier par téléphone aux députés. Non, un calendrier de notre République. Oh, il veut rester là parce que depuis beaucoup de sources disent qu'il veut un peu contrôler les fonds alloués à l'installation du bureau d'âge. Oh, non. Mbosso a 83 ans. Il doit se respecter. Il doit laisser reposer. Comme qui Kengo Adondo. Tant d'autres. Non, Mbosso physiquement, il s'est dit encore être apte. Apte en quoi? On dit que nous, c'est ça théâtre traité. Il est apte de tenir les différentes plénières. On dit que nous, c'est ça théâtre traité. Il est apte de apte à maintenir sa chevelure peut-être. Hein? Il est apte à maintenir sa chevelure. Merci beaucoup. Vous voyez un peu. Pour moi, pour éviter ma frustration, ma déchirure. Donc le président doit déjà élaguer la candidature de Mbosso. C'est plus une candidature à compter. On ne peut pas compter sur ça. Mbosso ne va rien à rapporter à Tshisekedi. Même à l'Union Sacrée, si l'Union Sacrée devait rappeler même à l'UDPS, il ne va rien à rapporter. Merci beaucoup. Par rapport à un Bahati, par rapport à un Kamerhe, surtout Kamerhe. On a vu aux élections ici. Kamerhe va faire ombrage au chef de l'État, selon ce qui s'est dit. Il a des ambitions démesurées pour certains. Les ambitions sont légitimes en politique.
Tshisekedi a son deuxième mandat. Le silence, on veut faire Tshisekedi un président providentiel. Il a son deuxième mandat. S'il doit partir, on ne peut plus remplacer Tshisekedi. Non, on ne peut plus remplacer Tshisekedi dans l'union sacrée. On ne peut plus le remplacer. Même dans l'UDPS. Même si on se pose la l'UDPS, la personne qui sera là aura toujours des ambitions. En politique, les ambitions sont dignes et crédibles. C'est digne et crédible. Merci. Donc, pour moi, pour éviter les frustrations, les déchirures, les querelles, pour maintenir une cohésion dans l'union sacrée. Parce que nous avons une union sacrée qui est déjà fissurée. Bah, il y avait des députés sur le bouffon des députés. Même ici, il a donné de lui-même en battant des trucs sur Katoum, il a retraité des riches. On regarde comment il n'a pas eu de récompense à la hauteur de son engagement. Vous avez ça ici. Il y a des frustrations de l'union sacrée. Merci beaucoup. Pour éviter ça, pour mener cette cohésion, cet équilibre, ça coûte quoi à l'UDPS, au président de la République? Parce que déjà l'UDPS, c'est pas déjà pour les présidences de l'Assemblée, les postes des premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale. Ça coûterait quoi? Ça coûte quoi à Tshisekedi de dire Kamere, tu es là, mon ami, pour ça? Ça fait partie de l'élégance politique. Pourquoi l'élégance politique? Merci beaucoup. Non, il a gommé sa candidature pour lui. Il s'est battu pour lui. Il a tout fait pour lui. Il a été humilié. Et pour maintenir ça, cet équilibre, dans la période 2018, pour l'Est surtout, si on lui donnait ses perchoirs, ça ferait œuvre utile. Merci. Pour maintenir cet équilibre dans l'union sacrée. Faire le contraire, je pense que l'union sacrée, qui est déjà une majorité hétéroclite et non homogène, volera en éclat. C'est ça mon point de vue. Donc, il faut laisser les postes à l'UNC, à Kamere, qui est déjà bien positionné parce que l'UDPS est déjà pour les postes. Merci beaucoup. Premier vice-président Siméon Isako, Assemblée nationale. Vital Kamere. Ça ferait élégance, ça serait respecter un partenaire. Merci beaucoup. Vital Kamere ne doit pas briguer la présidence de l'Assemblée nationale. On l'accuse de développer des ambitions démesurées. Il fera ombrage au chef de l'État. Et la personne idéale pour diriger l'Assemblée nationale, c'est Christophe Mbosso, qui s'est montré loyal vis-à-vis du chef de l'État, qui n'a plus des ambitions de devenir président de la République. Est-ce que nous devons résumer le poste de président de l'Assemblée nationale au simple fait qu'on doit rester loyal au chef de l'État et ne pas avoir des ambitions de devenir président de la République? Je vais d'abord répondre à Yves Bouya pour dire qu'il me disait de ne pas dénoncer et de dire qu'on a échoué, machin. Moi, je ne suis pas partisan de cette catégorie des personnes qui pensent que lorsque ça ne va pas, lorsque ça va mal, il ne faut pas dénoncer. Non, il faut dénoncer. Même si on soutient les institutions, mais nous devons dénoncer les mal d'où qu'ils viennent. On doit dénoncer les mal restent mal d'où qu'ils viennent. Peu importe l'origine, peu importe la provenance, le mal reste mal. Donc je comprends que Yves est dans la dynamique d'applaudir, même si de l'autre côté, non, de reconnaître. On fait, s'il te plaît, j'ai dit d'applaudir, même si de l'autre côté, on pose des actions, des actes qui vont contre l'intérêt de la République. Lui va applaudir parce qu'il est de l'autre côté. Hein? Quand Ambongo dit, par exemple, que le gouvernement arme l'FDLR, quand il donne la matière au Rwanda, quand il donne la matière à Paul Kagame et son régime, il va applaudir parce qu'Ambongo est contre les régimes. Et pourtant, ce sont des propos très graves qu'un cardinal ne dirait pas ou bien ne prononcerait pas. Donc, ce sont des choses à dénoncer. Je comprends que lui, dans sa logique, il ne va pas dénoncer Ambongo qui, aujourd'hui, donne de la matière à l'ennemi, à l'agresseur de la République démocratique du Congo. Et donc, en dénonçant ces réseaux mafieux, parce que, quand vous voyez cet état liquidatif complémentaire, c'est Aimé Bosch qui l'a signé. C'est Aimé Bosch qui a signé ces documents. Pour que si les documents partent du cabinet de Boji, il va aller aux finances. L'argent est libéré, ça veut dire que Nicolas Kazadi a autorisé. J'étais en train de dénoncer ces circuits. Cette chaîne de dépenses. Ils peuvent s'organiser. Ils peuvent organiser une sorte de mafia sans que le chef de l'État ne soit au courant. Aujourd'hui, qu'ils sont en train de payer illégalement, mensuellement, les conseillers de la République, au Conseil économique et social, est-ce que le chef est au courant? Non, ils ont organisé un réseau comme ça.
Ils ont contourné la loi organique dans son article 9. Le chef n'est pas au courant. Et quand je dis que le chef est dribblé, je n'ai pas voulu dire que le chef ne contrôle rien. Non, il peut contrôler quelque chose, mais parce qu'il n'est pas dans les détails de ce qui se fait, deux ministres peuvent s'arranger et faire quelque chose. N'est-ce pas qu'il reçoit les détails à travers les différents services? Est-ce qu'il avait reçu ces détails? Je peux dire non. Donc les services sont aussi complices. Mais si ceux qui doivent faire rapport ne les font pas, ça veut dire qu'ils sont complices. Et ça, nous devons dénoncer. Parce qu'on a besoin que la République puisse aller de l'avant, puisse marcher. On ne dénonce pas parce qu'on ne veut pas de quelqu'un, on en veut à quelqu'un. Non, nous dénonçons parce que la République doit évoluer. On n'est pas dans une République où on doit continuellement détourner des millions et des millions. Le peuple s'appauvrit davantage. Il n'y a pas de route. Tous les signaux sont en rouge. Certains détournent. Et on doit se taire parce qu'il veut dire non, vous ne devez pas dénoncer. Non, nous devons dénoncer lorsque les choses ne marchent pas. Vous devez reconnaître que vous avez échoué. Je veux parler des élections vous devez reconnaître que vous avez échoué. du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Je me dis pourquoi les Pépé Mbosso, le président du bureau d'âge, Christophe Mbosso, ne sort pas les calendriers. Je me pose la question. Pourquoi il ne sort pas les calendriers? Qu'est-ce qui freine? Des contraintes financières peut-être. Qu'est-ce qui freine? Pourquoi il ne sort pas les calendriers? Est-ce qu'il attend des négociations au sein de... Bon, j'ai appris que c'est cela peut-être. Il attend des négociations au sein de l'Union sacrée pour qu'enfin on nous dise, ben voilà, l'étiquette de l'Union sacrée, de sorte que lorsque l'étiquette est connue, qu'on nous publie directement les calendriers. Je sais que Mbosso est en train de mener... Il est en train de faire ses démarches pour qu'il soit reconduit. Il est en train d'aller à l'IMT, d'aller voir les cadres et les hauts cadres, la haute hiérarchie de l'UDPS, aller passer par là, voir l'entourage du chef, draguer le chef lui-même pour qu'il revienne là-bas. Mais est-ce que Mbosso, c'est la personne idéale en ce moment pour diriger les bureaux de l'Assemblée nationale? Et j'ai dit non. Il doit se reposer. Il a fait son temps depuis Mobutu, Joseph Kabila, Tshisekedi le fils. Il doit se reposer. Il doit se reposer. Tu as dit tout à l'heure qu'on dit que Camara a des ambitions et qu'on sort, il va remplacer, il va faire ça. Mais c'est Camara là qu'on nous présente aujourd'hui comme cette personne qui a des ambitions. Mais Camara a toujours eu des ambitions. C'est normal. Quand un homme politique arrête d'avoir des ambitions, eh bien, il se tue lui-même. Il tue sa carrière politique. Un homme politique qui réfléchit, surtout de sa trempe, devrait avoir des ambitions. C'est normal qu'il ait des ambitions. Comment quelqu'un qui est encore vivant, qui est encore dans la scène politique, doit arrêter d'avoir des ambitions? Ça veut dire qu'il devient hypocrite en ce moment-là. Ça veut dire qu'il devient dangereux en ce moment-là. Il vous montre qu'il n'a pas d'ambition, alors qu'au fond de lui, il y a les ambitions qui bouillonnent. Il est hypocrite. Mieux vaut travailler avec quelqu'un comme Camara, qui exprime ses ambitions. Mais au moment venu, lorsque vous négociez, lorsque vous vous mettez autour de la table, il abandonne ses ambitions au nom de l'intérêt, je peux dire suprême, au nom de l'intérêt général. À Nairobi, c'était la même chose. D'abord à Genève, il avait abandonné ses ambitions au profit de quelqu'un d'autre. Ils sont à Nairobi. Il abandonne ses ambitions au profit de Tshisekedi. Quand il n'est pas nommé Premier ministre, ben, il va quitter Tshisekedi. Il n'avait jamais quitté Tshisekedi. Le premier mandat, Camara fait la prison. Au sortir de la prison, Camara va quitter Tshisekedi. Il n'avait jamais quitté Tshisekedi. En 2023, Camara ne va pas soutenir Tshisekedi. Il a soutenu Tshisekedi. Là, il met toujours de côté ses ambitions pour soutenir son ami, son frère, président de la République, parce qu'il estime qu'avec lui, nous pouvons avancer, nous pouvons amener la RDC jusqu'au point où nous pouvons laisser les pays et quelqu'un d'autre peut prendre des pays et continuer. Et donc, Camara qui a toujours eu des ambitions, les a abandonnés en 2018, en 2023, il les a abandonnés durant le premier mandat, il les a encore abandonnés pour ce deuxième mandat, et vous dites que, quand je dis vous, ça veut dire que ceux-là, la bande de Mbosso et certains caciques de l'UDPS disent qu'il ne doit pas être au perchoir parce qu'il a des ambitions. Non. Mais vous travaillez avec celui qui est honnête, qui exprime ses ambitions et qui sait les abandonner
parce qu'il y a une négociation, que de travailler avec celui qui a des ambitions, qui ne sait pas les abandonner, mais qui vous dit que je n'en ai pas. Mais au fond de lui, il a des ambitions. Attention, de pareilles personnes, ce sont des personnes très dangereuses. Et donc, par reconnaissance, par humanisme, par élégance politique, cette personne avec laquelle vous avez souffert depuis Genève, à Nairobi, vous avez battu campagne dans de très mauvaises conditions en 2018. Vous êtes au pouvoir. Il n'a pas été suffisamment récompensé au premier mandat. Mais au deuxième mandat, cette personne a un regroupement qui constitue la deuxième force à l'Assemblée nationale. Mais par élégance politique. L'UDPS a pris la primature. L'UDPS veut prendre le poste de premier vice-président de l'Assemblée par élégance politique, au nom du respect de l'ordre politique. Il faudra que cette personne ait le perchoir. Nous devons gérer des frustrations au sein de l'Union sacrée. Il faudrait que cette personne ait le perchoir. Parce que c'est cela, le respect de l'ordre politique. C'est cela, le respect des principes, le respect des accords. Aller au-delà de cela, ça veut dire que ce n'est pas respecter le partenaire. Moi, je suis contre ceux qui sont à l'UDPS et qui pensent que il faut qu'on puisse laisser tout le monde compétir. Il faut qu'on puisse étouffer VK parce qu'il a des ambitions. Mais ça, c'est pas de l'ordre au sein de la plateforme. Pourquoi ceux qui disent qu'il faut étouffer VK? Pourquoi ceux qui disent qu'il faut laisser tout le monde compétir n'ont pas laissé tout le monde compétir aux élections des gouverneurs, vice-gouverneurs, aux élections de bureaux des assemblées provinciales? Pourquoi ils n'ont pas laissé tout le monde compétir? Pourquoi ils ont formé des tickets? Pourquoi ils ont demandé aux indépendants qui font partie de leur parti politique de désister en faveur de leur ticket? C'est ça la démocratie, il fallait aussi laisser tout le monde compétir. Mais c'est seulement au bureau de l'Assemblée au perchoir que vous dites non, on va laisser tout le monde compétir. Non, ça c'est la mauvaise foi. Alors comment départager les potentiels candidats présidents de l'Assemblée nationale, Bahati, Mbosso et Vital Kamerhe? Comment les départager? D'abord, qui doit les départager? Mais Mbosso disait que on occupe les postes au bureau de l'Assemblée nationale selon je peux dire selon les forces politiques, selon le poids politique. Selon le poids, c'est Bahati qui le disait. Selon le poids politique. Mais aujourd'hui, il est établi clairement qu'à l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe est la deuxième force politique. Et même s'il faut prendre, parce que j'ai suivi Sama qui disait que son regroupement constituait la deuxième force politique. Mais là, il a pris les DAB, avant que je me trompe, les DAB. Mais s'il faut considérer en termes de DAB, là aussi nous considérons en termes de PCR. Ça veut dire que le PCR devient automatiquement la deuxième force et le DAB devient la troisième force. Donc qu'on soit en termes de DAB, en termes de PCR, c'est quand même qui est toujours la deuxième force de l'Assemblée nationale. Et donc la logique voudrait qu'on donne à Vital Kamerhe le perchoir. Ne pas le faire, c'est frustrer les partenaires. C'est ce que l'UDPS doit éviter de faire. Très bien. L'UDPS doit éviter de commettre les erreurs du PPRD. Très bien. Ces erreurs-là ont amené à des fissures, ont amené à des frustrations graves. À des départs. Et au finish, il y a eu des départs en cascade. Joseph Kabila a été lâché. Nous devons éviter ces erreurs-là. On doit se servir des erreurs des autres pour mieux évoluer. Merci beaucoup. On va terminer l'émission. 1 minute à chacun. La première ministre Judith Tuluka va boucler ses consultations, je pense, aujourd'hui. Elle a échangé avec les organisations de la société civile. N'est-ce pas des consultations de trop? Kabouya, comme informateur, avait reçu. Apparemment, elle fait le prolongement du travail de Kabouya. Mais écoutez, d'abord, je vais un peu avancer les raisonnements de... Vous n'avez qu'une minute. Oui, de Simon Isako. Pourquoi Tshisekedi, président de la République, soit l'UDPS, doute
d'offrir, soit d'accorder la présence de l'Assemblée nationale à Vital Kamerhe. Du moment où il remplit déjà tous les critères. Moi, je ne sais pas pourquoi est-ce que ça doute. Ça doit être fait de manière automatique. Automatique. Pourquoi? Il sait, comme il a dit, j'ai aimé son analyse, sacrifier, réduire plusieurs fois ses ambitions pour Tshisekedi. J'ai aimé la parler de Genève, il a parlé de Nairobi. Ils ont cheminé ensemble, ils ont gagné les pouvoirs ensemble. Et c'est ce que nous retrouvons au Sénégal. Regardez Sonko et Bayrou. Et Bassirou. Bayrou. Faille. Mais est-ce que Bassirou Faye a calculé plus de 10 000 fois au Mbosso pour décider? Au Bahati. Non, il n'a pas réfléchi. Pour être serment, quelques heures après, le Premier ministre. Au soir même. Il n'a pas réfléchi. Il n'a pas consulté quiconque. Non. Oh, je vais consulter Kabouya, je vais lui mettre faire ça. Non, c'est automatique, c'est ça la politique. Tu ne peux pas réfléchir. Oh, des présenteurs politiques. Oh, Bizemri a parlé. Oh, non, c'est automatique. La haute hiérarchie du parti. Non. Il a gommé sa candidature au profit du président de l'IDPS qui était Tshisekedi. Et ils ont gagné ensemble. La manière dont ils ont décidé et choisi de gagner. Donc il n'y a pas à réfléchir. Mais il faut voir comment il s'est battu en 2023. Ils ont été. C'est mon cher. C'est comme si tu avais une femme dans un foyer, tu deviens riche et que tu prends cette femme-là. Non. Non. Ça doit être automatique. On va dire non. Les classiques ont dit non. Merci beaucoup. Oh, la haute hiérarchie du parti a dit non. Non. C'est automatique. Et Bassirou l'a voulu montrer avec Sonko. Il prête serment dans la soirée, il n'a pas calculé. Où est Mbosso? Où est Bahati? Où est Sama? Il n'a pas réfléchi. Ça a été automatique parce qu'il lui a considéré comme un allié de taille important. Ils ont gagné ensemble, ils doivent tout faire ensemble. Très bien. Donc, je suggère au président de la République de copier pour ces cas les cas de Sonko et Bassirou. Ils ont gagné ensemble. Très bien. Sonko, c'est très important, a réduit ses ambitions pour Bassirou. Vrai ou faux? Mais on revient dans les mêmes cas d'espèce. Sonko ne va pas prépostuler. Il dit ça va, comme j'ai du problème avec Macky Sall, j'ai fait quoi? Je rabaisse mes ambitions, j'ai réduit mes ambitions au profit de toi part. Ils gagnent ensemble. Maintenant Bassirou passe, il doit calculer, il ne calcule pas. C'est aussi le cas avec les présidents de la République. Il ne peut pas réfléchir 1000 fois. Pour le cas de la dame... La première ministre, Judith. Ah, c'est là, il ne faut pas compter sur elle. Oh, comment ça? Vous comptez sur cette dame-là? Mais pourquoi pas? Vous croyez que cette femme va reçu? Vous croyez? Elle a l'expertise, elle a l'intelligence. L'expertise. Mais est-ce qu'elle a les mains libres? Il y a même Vital Kamerhe qui révite cette affaire. Elle dit, la dame a l'expérience, mais il faut éviter les interférences. Est-ce que la dame dont le débat refait surface ici, sur des pères et des mères, il dit que toi, j'ai combattu ça ici. L'idée pèse comme c'est elle, c'est tu, l'union sacrée, c'est tu. Disons tous tu. On sait que cette dame-là, elle n'est pas complètement, elle est à moitié, parce que vous avez suivi que c'est Fossé Koussouani qu'on a dit. Selon le monde était belge, sa mère serait belge. Et elle a, selon le nom, elle a pris le nom de son mari, c'est un nom d'emprunt parce qu'ils se sont mariés. Exactement. Maintenant, la dame-là, on la nomme. Et pas d'abord à l'UDPS, on la présente. Dans son parti. Écoutez, elle n'est plus UDPS. Elle appartient aux Congolais. Elle est au service des Congolais. Pourquoi tu sais qu'il est président de la République, il s'est présenté comme président de la République sous le label de l'UDPS? Parce qu'il n'appartient plus à l'UDPS. Il n'appartient plus à l'UDPS. Merci beaucoup. Les secondes monnaie du CT, c'était quoi? C'était l'UDPS. Il n'appartient plus à l'UDPS. Déjà que madame soit nommée comme première ministre du Congo, on ne peut plus la présenter à l'UDPS. C'est comme si il y a Bissot. Elle doit travailler pour nous. Et puis quand elle finit, on l'amène chez la mémé nationale. Mon cher ami, dites-nous. Est-ce qu'on peut croire à une dame pareille? Rien que pour ça, vous pensez... Mon cher ami, madame est très mal partie. Je te dis, cette dame-là, je ne la vois pas avoir les mains libres. Merci. Parce que sa gestion sera plombée par des interférences politiques. Merci beaucoup. Et que quand vous voyez une personne déjà qui, dans le mandat, qui a déjà des mains pas libres, elle ne fera rien. Moi, je ne crois pas en elle. Déjà qu'elle veut prendre un gouvernement avec 50 membres ou 45 membres, c'est beaucoup.
Moi, je vais pouvoir à Madame Julie Toulouka, qu'elle puisse mettre un gouvernement avec 25 membres. Billy Kambale vous dit que ce n'est pas la taille du gouvernement qui compte, mais plutôt la productivité, l'efficacité, la productivité. La compétence de chaque ministre. Je réponds aussi à mon ami Billy Kambale. Tous les gouvernements qui nous ont précédés ici nagé entre 60 à 50, 40, 45 membres. Qu'est-ce que ça produit? En termes de production, ça produit quoi? Nous nous battons ici contre les trains de vie des institutions. Merci. Pourquoi avoir un gouvernement budgétif au moment où ce gouvernement est mis en place? C'est pour les intérêts du peuple. Nous avons des ministres qui sont traités comme des enfants gâtés de la République. Merci beaucoup Yves Bouya. Pour que moi je puisse accepter Madame Toulouka. Première mission. Mets-nous en place un gouvernement de 20 membres. Donc il ne faut même pas croire et y croire. Cette dame-là fait du tourisme. Elle fera du tourisme. Vous savez le tourisme? Elle fera son temps et puis elle partira et puis ça sera tout. Et puis on va mettre sa photo. Merci beaucoup. Là-bas, comme première femme, première ministre. Merci. Tout. Sans interférence, Julie Toulouka fera une bonne première ministre d'après Vital Kamerhe. Est-ce qu'on peut dire à ce jour que la première ministre n'a pas les mains libres? Bon, déjà je veux dire que elle a pris une semaine de trop. Je ne sais pas à quoi ça a servi ces consultations, d'autant plus que Augustin Kabouya avait déjà tout fait. Le pays est pratiquement par terre. Il nous faut des institutions, de nouvelles institutions. Je ne sais pas pourquoi Madame Toulouka a pris une semaine pour consulter. C'est quoi le travail qu'elle a fait que Kabouya n'avait pas fait? C'est quoi le travail qu'elle a fait que Kabouya n'avait pas fait? Mais la même chose qu'elle a dites aux délégations, aux autorités morales des regroupements, ce sont les choses qui ont été dites par Kabouya. Et donc, une semaine de gâchis. Consultation des trop. Une semaine de gâchis, alors qu'il fallait déjà aller très vite à la composition du gouvernement. Moi, je me dis que nous devons... l'Assemblée nationale qui retarde aussi. Nous devons avoir les gouvernements en urgence. Non, les bureaux de l'Assemblée, nous devons aussi l'avoir en urgence. Parce que les bureaux de l'Assemblée, c'est en une journée qu'on a un bureau. Le calendrier peut être fixé un lundi et un mercredi, un jeudi, au plus tard, on a les bureaux de l'Assemblée. Ça ne nous prend pas une semaine. Mais la composition du gouvernement, ça nous prend du temps. Et donc, ils doivent nous mettre le gouvernement en urgence parce que les pays ne fonctionnent presque pas. Le pays ne fonctionne presque pas. Dire qu'elle a les mains liées, bon, je ne sais pas, peut-être parce que on a vu comment Augustin Kabouya s'est affiché avec lui un peu juste après sa nomination, comment elle est allée présenter des civilités à la maman nationale, à la mère biologique du chef de l'État. On dit, j'ai lu un média qui disait qu'elle est la source du plein pouvoir, la mère biologique du chef de l'État. J'étais bien que j'ai lu un média qui le disait comme ça. Est-ce que c'est rallié par le fait que elle est tout le temps limitée, elle coûte tout le temps limitée, tout ça, on ne sait pas. Mais nous allons la juger à l'œuvre. Très bien. Nous allons la juger à l'œuvre. Qu'elle commence d'abord par travailler, nous allons la juger à l'œuvre. Nous allons la juger par la qualité du ministre qu'elle aura. Nous allons la juger par le nombre du ministre qu'elle aura dans son gouvernement. C'est tous ces éléments qui vont nous pousser à la juger. Maintenant, nous ne savons pas émettre un jugement. Merci beaucoup, Siméon Issako, pour votre disponibilité. Merci. Ça n'est fini, mesdames et messieurs. C'était Perfect Press, le rendez-vous du décryptage de l'actualité par les professionnels des médias. J'avais reçu pour vous Siméon Issako et Yves Bouya. Grand merci à toute l'équipe technique. Grand merci à vous également d'avoir suivi cette émission. Au revoir. Bonne suite des programmes sur nos antennes.